Abidjan, Bamako, Lomé, 19h30, 20h30 à Libreville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h30 sur Media Afrique News. Tout de suite les titres. À 9 mois des élections présidentielles au Sénégal, Macky Sall a ouvert hier les travaux du dialogue national à Dakar avec pour objectif l'apaisement des tensions politiques dans le pays. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dressé le bilan de sa rencontre avec les autorités chinoises après sa première visite d'État en Chine au cours d'une conférence de presse. Au Sénégal, l'actualité reste marquée sur la condamnation ce 1er juin de l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption à la jeunesse par le tribunal de Dakar. Le chef du PASTEF avait été accusé pour viol et menaces de mort par Adji Sarr. Ce dernier écope également d'une autre condamnation par la chambre criminelle de Dakar à payer 20 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile ainsi qu'une amende de 600 000 francs. Après l'annonce du délibéré, les sympathisants du maire de Ziguinchor ont fait éclater plusieurs heurts à travers la ville. Les forces de l'ordre sont confrontées à une population qui refuse ce verdict qui, pour eux, relève d'un complot du pouvoir afin d'écarter définitivement Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. Le commentaire qu'on peut faire sur le premier volet qui consiste à l'acquittement des 2 infractions de poursuite, c'est que c'est assez regrettable qu'on ait vendu aux Sénégalais l'existence d'un viol et de menaces de mort qui a engendré énormément évidemment de morts, de moyens. Combien de fois l'État a déployé énormément de moyens pour arriver à ce stade. Et à l'arrivée, vous voyez, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de menace de mort. C'est à ce niveau-là que c'est assez regrettable. C'est une peine extrêmement lourde, 2 ans d'emprisonnement ferme pour Ousmane Sonko relativement à l'infraction de corruption de jeunesse. C'est en toute évidence que nous allons utiliser les moyens de voie qui sont à notre disposition pour pouvoir remettre en cause cette décision. Donc l'homme est condamné, l'homme Ousmane Sonko est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. Où ça, monsieur?
Toujours au Sénégal, le président Macky Sall a ouvert les travaux du dialogue national. Le chef de l'État est plus que décidé à faire baisser les tensions politiques sur le territoire national à 9 mois de l'élection présidentielle de 2024. Boris V pour les détails. En ouverture du dialogue national et face aux tensions qui planent à l'approche du verdict contre l'opposant Ousmane Sonko, le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé les positions de l'exécutif en annonçant la fermeté de l'État face aux heurts qui pourraient toucher le pays une fois de plus. Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Ensemble, avec toutes les composantes sociopolitiques, éprise de paix, de stabilité et de cohésion nationale, nous devons solidairement défendre notre modèle de société. C'est l'une des raisons d'être fondamentale de ce dialogue national. Boycotté par une partie de l'opposition qui voit en ce dialogue une tentative de désunion, les membres de la coalition FN4 n'entendent pas dialoguer avec le président. Malgré un discours porté sur la cohésion sociale, la tâche s'annonce charnue pour l'exécutif sénégalais. En RDC, le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, en visite en République démocratique du Congo où il a rencontré le mercredi 31 mai dernier le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Johnny Kachama Lubaya à Bunia. Devant la presse, il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour stopper des crimes graves et violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Regardons cela avec Amour Imani Christian, notre correspondant en RDC. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé ce mardi à Bunia, dans la province de l'Ituri. Après une réunion avec le gouverneur de province, Karim Khan a dû venir à Bunia se rendre compte de rapports sur les crimes graves et violations des droits de l'homme qui ont été commis en Ituri. Devant la presse, il a rassuré qu'une enquête sera ouverte incessamment pour stopper ces crimes qui ne resteront pas impunis. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans, est dans la terreur et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue cette visite du procureur de la Cour pénale internationale et prévient tous les auteurs des crimes et violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice, non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Avant de quitter Bunia, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a échangé avec le victime de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands des ONG qui bénéficient des fonds au profit des victimes. Goma, Amour Imani Christian pour Média Afrique News. Du 24 au 29 mai dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué sa première visite d'État en Chine depuis son élection. Il a durant ce séjour eu de nombreuses rencontres avec les officiels chinois, dont le président Xi Jinping, mais il a aussi rencontré des chefs d'entreprise chinois et la diaspora congolaise de Chine. Devant la presse, il a dressé le bilan de sa rencontre avec les autorités chinoises. Il a décliné les attentes de son pays dans leurs futures relations économiques. Karl Makamba pour le compte rendu. Au terme d'un long séjour de 5 jours en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, regagne son pays après avoir mis à plat avec son homologue chinois les dossiers relatifs à la coopération économique entre les deux pays. En marge de cette visite, il a accordé un entretien à la presse congolaise et a eu l'occasion de revenir sur le bilan de son séjour. Sur le plan de la coopération en matière d'exploitation minière, Félix Tshisekedi a tenu à clarifier la situation en donnant les raisons l'ayant conduit à dénoncer le contrat litigieux qui lie son pays à la Chine. Depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait,
ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. L'homme fort de Kinshasa souhaite désormais repartir sur de nouvelles bases. Il veut pour cela propulser les relations sino-congolaises au plan d'un partenariat stratégique global qu'il entend au sens d'une coopération qui touche divers domaines. La nécessité de nouer un partenariat stratégique global. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique. En matière de développement industriel, il compte bien s'inspirer du modèle chinois pour industrialiser et développer son pays. Il mise pour cela sur une transformation locale des produits. L'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Au sujet de la sécurité, le président mise sur le rôle de la Chine en tant que membre permanent au Conseil de sécurité pour appuyer les efforts de son pays dans le règlement du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. À 6 mois du scrutin présidentiel donc, Félix Tshisekedi n'entend pas mécontenter son sulfureux partenaire dont les entreprises sont régulièrement pointées du doigt sur le continent au sujet des rapports économiques déséquilibrés et des octrois de crédits parfois toxiques et qui mettent certains États africains dans une situation de forte dépendance à l'égard de la Chine. La capitale du Togo a été l'hôte d'un sommet de la CEDEAO et de la Banque mondiale portant sur la sécurité alimentaire dans la région d'Afrique de l'Ouest. Les participants ont adopté la déclaration de Lomé sur les engrains et la santé des sols. Le point avec Karima Kamba. C'est en présence de plus de 250 participants, dont 3 chefs d'État, 22 ministres et des partenaires internationaux, qu'a été adoptée le 31 mai à Lomé la déclaration sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest. Cette déclaration est la réponse apportée au sommet organisé les 30 et 31 mai par la CEDEAO, la Banque mondiale, le Centre international pour le développement des engrais sur l'accès aux fertilisants en Afrique de l'Ouest. L'objectif des travaux, déterminer une feuille de route commune en faveur des investissements afin de rendre les engrais plus accessibles dans la région, comme nous l'explique la commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la CEDEAO. Comment on va aborder toutes ces questions d'accessibilité des engrais, mais aussi de leur coût, parce que ça coûte excessivement cher, alors que nous savons que nous avons besoin de nourrir nos sols pour avoir une meilleure productivité et puis faire face donc à la problématique question de la souveraineté alimentaire. Les 17 pays signataires de la déclaration de Lomé ont convenu de placer la santé des sols comme pilier critique de la sécurité alimentaire dans la région. Et pour parvenir à nourrir plus de 500 millions de personnes vivant en Afrique de l'Ouest, ils se sont engagés, entre autres, à tripler la consommation d'engrais d'ici 2035 afin de doubler la productivité agricole, d'éliminer de manière progressive les droits de douane et taxes sur les engrais, de simplifier les formalités administratives pour diminuer les coûts, d'augmenter les investissements dans les infrastructures portuaires de stockage et de transport, renforcer les partenariats publics-privés afin d'accélérer la transformation du secteur agricole dans la région. La Banque mondiale s'est pour sa part engagée à accorder une rallonge de 1,5 milliard de dollars dans le secteur agricole d'ici 2024 sur les 4 milliards du plan déjà en cours. Notons qu'en janvier de cette année, l'ONU s'inquiétait déjà de l'aggravation massive de la sécurité alimentaire au Sahel du fait des changements climatiques et de la dépendance extérieure. Selon le rapport de l'institution, ce sont plus de 18,6 millions de personnes qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire, soit 5,6 millions de plus qu'en 2022. Hier s'est ouverte la première édition du JTEXT Africa à Marrakech au Maroc,
Ce sommet qui s'achève demain est dédié aux nouvelles technologies et envisage l'Afrique comme la prochaine plus grande économie numérique du monde. Le rendu en images avec Michael Ba. Lancé pour la première fois à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le Gulf Information Technology Exhibition, GITEX, s'installe en Afrique. En effet, durant 3 jours, Marrakech accueille 900 entreprises du secteur des technologies, 30 délégations gouvernementales, 250 investisseurs et des dizaines de milliers de cadres des technologies venus d'une centaine de pays. Au centre des échanges, plusieurs sujets d'envergure pour le futur de l'Afrique et du monde. Illustration faite avec Mounir Soussi, vice-président du cloud et de l'intelligence artificielle chez Huawei. La participation de Huawei aujourd'hui à GITEX Africa tourne autour d'une thématique, c'est Unleash Digital for New Africa. Donc comment libérer les potentialités digitales pour une nouvelle Afrique. Cette thématique se décompose en 3 piliers. Une New Infrastructure, donc mettre de l'intelligence à base du cloud sur l'infrastructure. La deuxième, c'est New Value, donc comment créer de la valeur pour e-government, les services gouvernementaux. Et le troisième pilier, c'est New Model, c'est un New Business Model, comment accompagner aussi l'écosystème des compétences et des startups. L'Afrique, dont les investissements technologiques passeront de 115 à 712 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années, doit, selon le Premier ministre marocain Aziz Hakhnouch, voir le GITEX comme un vecteur du développement continental. Parmi les objectifs de cette rencontre, bénéficier pleinement des opportunités du digital et développer une économie numérique, d'où la nécessité d'investir dans le développement des compétences pour accélérer les innovations et la croissance sur le continent. Le sommet, qui est appelé à devenir un événement annuel, réunit toutes les communautés de l'écosystème numérique et de l'innovation du continent. Ouvrant le volet sport, l'école de formation Makai Mangom a initié un tournoi de détection de talent avec pour objectif majeur trouver les pépites censées aller représenter le Gabon au prochain tournoi des brasseries du Cameroun. À Lambaréné, une ville du Gabon, les jeunes footballeurs ont pu bénéficier d'une formation technico-tactique de la part de Lionel Sokoya, un spécialiste de la formation de base. Reportage signé John Zue. Après la phase très aboutie de la détection des jeunes footballeurs constituant la première cuvée des pensionnaires de l'école de football Makai Mangom et la mise en relief du respect de son modèle sport-études mis en place pour le compte de l'année civile qui vient de se solder par des résultats satisfaisants tant en sport que scolaire, les jeunes du pensionnat sportif de Lambaréné sont la principale attraction de ville. Vous avez pu le constater, ces jeunes sont épanouis, ils vont à l'école, ils font leur formation sportive chez nous et leurs parents et tout l'environnement est reconnaissant envers le centre de formation. Il faut aussi dire que nous avons notre sponsor qui nous accompagne, qui a fait en sorte à ce que nous puissions réaliser ce rêve, parce que c'est un grand rêve pour nous aussi, parce que avoir des infrastructures d'une telle sorte et ne pas avoir un centre de formation, c'était comme naviguer sans une grande vision. Sous la direction de Lionel Sokoya, ces bambins viennent d'achever un cursus sportif riche en balayant sur leur passage tout ce qui pouvait constituer des obstacles à leur épanouissement. Tenez, la Ligue de football du Moyen-Ogooué peut se targuer de bomber le torse en ayant une valeur ajoutée sur ses terres à travers ce projet qui séduit au-delà des frontières gabonaises. Il est vrai que les brasseries du Cameroun sont accompagnées par le Barça, par le Real de Madrid. Et il serait important aussi pour le centre de formation Makai Mangom d'être repéré par ces agents et qu'ils puissent aussi détecter des enfants au sein du centre de formation qui ont totalement les qualités. Et voilà pourquoi nous emmenons ces enfants au Cameroun afin qu'ils puissent avoir une autre visibilité internationale et non au niveau national, au niveau du Gabon. On peut dire que déjà avec l'arrivée de l'UEFA, un instructeur UEFA est passé sur place ici lors de la tournée des U15 et il a sélectionné 15 enfants quand même du centre de formation par rapport à leur qualité et leur niveau de jeu sur le terrain. Se projetant vers l'international, ces gamins qui sont en route pour le Cameroun vont à cette occasion une aubaine pour davantage mieux se faire vendre.
Le tournoi de détection internationale des brasseries du Cameroun, véritable vivier du football africain, s'invite dans la conscience des pensionnaires de Makaï-Mangom comme le plan d'entrée d'une série de mets à déguster sans modération. Le Wydad Smara Handball vient d'être sacré champion du Maroc. Le club a eu raison de l'association sportive des Forces armées royales de Rabat sur le score de 27-20. Les sudistes décrochent leur 6e titre de championnat national et succèdent à Hilal Nador, vainqueur l'an dernier. On fait le point avec John Zui. Le handball au Maroc vient de clore sa saison. Le Wydad Smara s'est montré intraitable face à son adversaire lors de la finale des playoffs du championnat marocain de handball. L'effectif champion national s'est adjugé le titre en battant le club des forces armées royales, l'ASFAR. Victoire des Wydadis de Smara, 27-20. Une réussite qui leur permet de gagner leur 6e titre de champion au plan national. Une consécration pour cette formation de Wydad Smara qui avait remporté son dernier titre de champion en 2020. Fondé en 2001 et club de la ville d'Es Semara, le Wydad Smara Handball Club est dirigé par l'entraîneur Younes Tadbi et est devenu avec cette nouvelle étoile le 3e club marocain le plus titré en championnat, ex aequo avec le FUS de Rabat et à une longueur de Wydad Casablanca. C'était l'essentiel de l'actualité continentale dans ce 20-30, place au rappel des titres. À 9 mois des élections présidentielles au Sénégal, Macky Sall a ouvert hier les travaux du dialogue national à Dakar avec pour objectif l'apaisement des tensions politiques dans le pays. Enfin, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dressé le bilan de sa rencontre avec les autorités chinoises après sa première visite d'État en Chine depuis son élection. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.